ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre d'aborder un sujet général qui concerne tous les sports, l'hydratation par temps chaud. Nous sommes en plein dedans l'été, mais pour autant, pas question d'arrêter le sport. Et notamment dans le football, c'est le moment où démarre la nouvelle saison, avec la pré-saison qui est généralement très intense. Alors aujourd'hui, en me basant sur le document Sport Dietitian Australia Position Statement Nutrition for Exercise in Hot Environments, je suis désolée pour mon anglais, je vais donc vous aider à comprendre l'impact de la chaleur sur l'organisme et comment faire pour en limiter les impacts avec des stratégies avant, pendant et après effort. Tout d'abord, il faut savoir que le stress thermique à l'effort, en particulier lorsqu'il est prolongé, peut perturber les systèmes thermorégulateurs, cardiovasculaires et le système gastro-intestinal. Plusieurs mécanismes permettent au corps de supporter la chaleur, comme la thermorégulation et par déduction la transpiration. Un dérèglement et une augmentation excessive de la température corporelle peut engendrer de nombreux problèmes, tout comme l'impact sur le système gastro-intestinal qui peut compromettre la capacité de l'athlète à atteindre ses objectifs nutritionnels. Par ici, nous pouvons également parler du syndrome de l'ischémie-réperfusion dont nous aurons l'occasion de reparler en détail, notamment pour les sports comme le trail ou la course à obstacles. Ce phénomène est un mécanisme par lequel le corps dirige son flux sanguin vers les muscles pour soutenir l'effort plutôt que vers l'intestin et il peut être décuplé avec la chaleur. La redistribution du flux sanguin et la transpiration thermorégulatrice en réponse au stress thermique de l'effort entraînent des changements importants dans l'équilibre hydrique et les électrolytes du corps. Les pertes de sueur non remplacées réduisent l'eau corporelle totale et le volume plasmatique. Cela entraîne une réduction du flux sanguin cutané, une augmentation de la température centrale, une plus grande tension cardiovasculaire et donc, comme nous venons de le voir, un risque accru de syndrome gastro-intestinal induit par l'exercice pour la même tâche que si vous le faisiez dans des conditions de température normale. Nuit progressivement à la performance aérobie et induit également une plus grande dépendance au glycogène musculaire et au métabolisme anaérobie. Cela peut épuiser prématurément les réserves de glycogène endogènes pendant l'exercice d'endurance. Le problème est qu'il reste très compliqué de prévoir le taux de perte d'électrolytes d'un athlète, car il existe des différences importantes d'un individu à l'autre. Et les méthodes les plus abouties pour le savoir se font généralement en laboratoire. Alors, que fait-on ? Voici quelques stratégies mises en place pour préserver l'intégrité physique des athlètes et qui peut également vous servir à vous dans vos sports de tous les jours. Tout d'abord, l'acclimatation à la chaleur. Pour un athlète, si cela n'est pas induit naturellement par le changement de saison, il s'agit d'un processus d'exposition à un stress thermique répété dans un environnement contrôlé ou artificiel pendant environ 7 à 14 jours. Ceci dans le but d'augmenter la température de tout le corps et d'induire une transpiration abondante. Cela peut être utile par exemple dans le cadre d'une compétition importante dans un pays chaud alors que le climat dans lequel vous vivez et dans lequel vous vous entraînez est froid ou tempéré. Comme par exemple lors de la Coupe du monde de football au Qatar pour certaines équipes. Dans ce cadre, les adaptations initiales, y compris l'expansion du volume plasmatique, l'amélioration de l'équilibre hydrique, la réduction de la fréquence cardiaque et la diminution de l'effort perçu, commencent à apparaître dans les 3 à 5 jours d'acclimatation. Des réductions de la température centrale au repos, une augmentation du taux de transpiration et une diminution des concentrations de sodium et de chlorure dans la sueur se développe sur une période plus longue, entre 3 à 10 jours environ. Parlons maintenant concrètement des stratégies qui entourent l'effort en lui-même, pour permettre à la fois de préserver la santé des athlètes, mais aussi de les rendre le plus performants possible, car il est bien connu que la déshydratation, en général,
par temps chaud ou non, engendre également des baisses potentielles de performance. Le premier conseil donc que nous pouvons vous donner en tant qu'athlète est de commencer votre exercice hydraté. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit de veiller à être suffisamment hydraté au moment de l'effort. Comment? Même si l'état d'hydratation absolue est difficile à mesurer en dehors des laboratoires, la couleur de vos urines, qui doit être claire, est un indicateur simple, même s'il ne situe en rien la perte d'électrolytes qui doit être contrôlée, elle, par un prélèvement de sueur. Attention également, certains aliments peuvent modifier la couleur de vos urines, comme par exemple la betterave. Un conseil simple est également de boire régulièrement dès le réveil et notamment une eau riche en sels minéraux pour prévenir les pertes dues à la transpiration qui suivront. Lorsqu'un décalage important entre les pertes de sueur et les possibilités d'apport hydrique pendant l'exercice est prévu, ce qui peut arriver notamment lors d'une compétition, par exemple lors d'un match de football où il est difficile de boire pendant la mi-temps ou de se réhydrater suffisamment à la mi-temps sans risquer une surcharge gastrique. L'hyperhydratation alors, avant l'événement, peut être utile pour réduire le déficit hydrique net et son impact sur la performance. Ici, nous pouvons conseiller la co-ingestion d'un agent osmotiquement actif pour aider à la rétention de liquide pré-événement, comme une charge aiguë de sodium ou un apport en glycérol qui, au passage, est une substance désormais autorisée par l'agence antidopage. Mais attention, car ce dernier peut engendrer d'autres problèmes gastriques. Ceci est donc attesté bien en amont de la dite compétition pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Maintenant que nous avons vu la stratégie avant l'effort, comment agir durant l'effort en lui-même? Ici, comme nous venons de l'évoquer pour le football, cela dépend beaucoup des conditions du sport, des règles et des possibilités réelles que nous verrons en détail pour chacun des sports. En règle générale, sachez que l'important est de veiller au remplacement des liquides et du sodium perdu. En effet, la consommation de sodium pendant l'exercice peut entraîner une plus grande rétention de volume plasmatique que l'eau seule. En revanche, l'impact en tant que tel sur les crampes durant l'effort reste à étudier de manière plus approfondie. Sachez également qu'une boisson contenant des glucides, au-delà de l'importance qu'ils ont sur la performance, et nous aurons également l'occasion d'en reparler, peut également aider à retarder la vidange gastrique et donc à garder les fluides. Une stratégie pour inciter les athlètes à boire est aussi d'utiliser des boissons plus fraîches, en dessous de 22 degrés, qui ont tendance à augmenter la consommation volontaire pendant l'exercice, mais aussi peuvent favoriser le refroidissement interne du corps. Une autre stratégie nutritionnelle qui modifie la sensation thermique est l'utilisation de menthol. Il peut être appliqué à l'extérieur, sur la peau ou les vêtements, sous forme de gel ou de spray. Mais la méthode la plus efficace est l'ingestion orale sous forme de rince-bouche ou de boissons aromatisées. Et il a le potentiel d'améliorer la performance dans des conditions chaudes et ou humides. L'effet bénéfique du menthol peut être encore renforcé par l'administration de menthol à des températures froides. Attention toutefois, sachez également qu'il est important de veiller à ce que la consommation de liquide pendant l'exercice ne dépasse pas les pertes, car cela peut engendrer un phénomène dit d'hyponatrémie, qui est la diminution de la concentration plasmatique de sodium causée par un excès d'eau par rapport au sodium. Ceci peut notamment être le cas si vous ne consommez que de l'eau sans sodium et en trop grande quantité d'un seul coup. Combien de fois avons-nous vu des athlètes se jeter sur des bouteilles d'eau à la fin d'un événement et boire beaucoup de quantité d'un coup? C'est ce risque-là qu'ils encourent. Une fois l'effort terminé, il va maintenant falloir se réhydrater correctement. On considère généralement qu'en présence d'une déshydratation importante, il est nécessaire de boire un volume allant jusqu'à 150% du déficit net. Ceci est calculé avec une pesée avant et après effort
auquel on rajoute dans la formule les liquides bu pendant l'effort. Bien sûr, ce calcul est effectué en amont des compétitions sur des entraînements types. La consommation de nutriments comme les glucides et les protéines, qui aident également à la récupération, peut être une stratégie de bonne réhydratation. Vous pouvez également consommer des aliments en même temps que l'eau. Ceci aide à la rétention d'eau et à la diminution des pertes d'urine. Même si le remplacement complet des pertes de sodium de la sueur est ici inutile, sa consommation dans les stratégies de réhydratation favorise moins de perturbations de l'organisme. Comme évoqué précédemment, nous aurons bien entendu l'occasion de parler des stratégies spécifiques à chaque sport, plus en détail dans de nouvelles vidéos. Celle-ci étant un préambule permettant d'avoir une vision plus précise des stratégies à disposition des athlètes en général. À très vite donc.